C'est un plan de redressement des activités applications qui a été dessiné en 2014, qu'on a mené de 2014 à 2017. Donc je vais vous montrer les principaux enseignements et les bonnes pratiques qu'on a mis en place et quelques résultats. Ça, ce sera dans un premier temps. Et un deuxième temps, vous expliquer pourquoi le modèle publicitaire qui a porté l'application pendant 3 ans est un peu arrivé au bout de son potentiel, et pourquoi on est en train de basculer le modèle de 100% gratuit financé par la publicité, que ce soit du display ou du native ad, à un modèle hybride où on va essayer de rajouter une couche de revenus in-app purchase avec de l'abonnement. Alors, ça fonctionne. Donc juste pour rappeler quelques chiffres, sur le digital, l'Express, aujourd'hui, c'est 12 millions de visiteurs uniques par mois et 50% sont aujourd'hui sur mobile. Et l'application est très importante. Pourquoi? Parce qu'avec 500 000 utilisateurs mensuels, l'application génère 20% du nombre de sessions aujourd'hui. Quand on prend le site web et quand on prend l'application, on a certes 11 millions et demi de personnes qui sont sur le site web, 500 000 sur l'application. Mais au total, ces 500 000 sont vraiment des utilisateurs accros, avec un nombre de sessions par mois important et qui font 20% des visites, donc ce qui est non négligeable. Ça, c'est aujourd'hui, parce qu'en 2014, l'application, l'audience, elle était un peu défaillante. En chiffre d'affaires, ça représentait quelques centaines de milliers d'euros. Et il a été décidé de faire un plan d'action en 4 étapes. Et la première étape, quand vous êtes une marque média, qui s'est digitalisé dans les années 2000 en lançant des sites web, vous avez un gros bassin d'audience sur le site web, et donc la première bonne pratique, et j'imagine que France Télévisions fait la même chose, puisqu'il y a quelqu'un de France Télévisions dans la salle, c'est d'utiliser toute l'activité web pour faire de la promo pour l'application. C'est pas rocket science, ça c'est ce qu'on a fait entre 2014 et 2016, c'est d'utiliser tous les points de contact web, donc toute personne qui arrivait sur le site web, sur téléphone mobile, avait une affreuse pop-up système qui disait tous les X jours, parce qu'on mettait un cookie, avant de charger, parce que vous voyez que la pop-up arrive avant le chargement du site, avant de charger le site et de charger la page, veux-tu télécharger l'application? Oui, non. Évidemment, beaucoup de gens disaient non, mais le peu de gens qui disaient oui, ça nous générait des acquisitions organiques assez volumineuses. On a encore un de nos concurrents, un gros acteur média, Le Figaro pour ne pas le citer, qui continue à faire ça. C'est un levier d'acquisition organique très puissant. Donc, conseil pour les gens qui ont des gros bassins de sites web, grosses audiences web, utiliser leur activité web pour faire de la promo, parce que ça génère un max de download. Ça, c'est ce qu'on faisait en 2014-2016. Évidemment, les plateformes iOS, Google avec AMP, donc avec Accelerating Mobile Page, ont posé des composants un peu mieux intégrés. Et donc, on a basculé l'an dernier sur, typiquement, voilà, l'expérience sur Google AMP. Vous arrivez sur Google AMP, on vous propose un composant natif qui est dans les librairies de Accelerating Mobile Page, où on vous dit soit aller sur le store pour télécharger l'appli ou lire dans l'app. Donc, on a utilisé nos activités web pour générer à la fois du download et des sessions. Deuxième levier d'engagement et de développement de trafic, c'est évidemment pour des marques de news, push notification. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la stratégie push notification, mais ce qu'il faut savoir, il faut que tout le monde ait en tête, et ça c'est prouvé statistiquement pour toutes les marques de news, c'est que plus vous envoyez des push notifications, dans un cadre bien établi, j'y reviendrai un tout petit peu après, plus vous envoyez de push notifications, plus la fréquence d'utilisation par jour augmente, et plus le ratio de visiteurs quotidiens sur visiteurs mensuels augmente. Ce ratio-là est super important, c'est l'une des explications du succès de Facebook. Pourquoi Facebook est toujours aussi successful à plus de 1 milliard ou 2 milliards d'utilisateurs? Parce que son ratio d'ancrage dans le quotidien, visiteurs quotidiens sur visiteurs mensuels, il était à 66% quand ils étaient à 10 millions d'utilisateurs, il était à 66% quand ils étaient à 100 millions, il est toujours à 66% quand ils sont à 1 milliard d'utilisateurs. Pour vous donner un peu d'ordre de grandeur, des marques type programme télé, People sont plutôt autour de 50%. Des marques d'infos régionales, parce que l'info de proximité, ça intéresse plus que les infos nationales,
Donc toute la presse quotidienne régionale, toutes leurs applications sont des ratios visiteurs quotidiens sur visiteurs uniques plutôt aux alentours de 40%. Les marques d'infos qui ont des stratégies assez élaborées de push notification sont plutôt à 30-35%, et les marques d'information qui délaissent ce sujet sont plutôt à 20%. Pour s'ancrer dans l'usage quotidien des gens, il faut envoyer des push notifs. Nous on le voit, il y a encore quelques jours, typiquement le 25 décembre, on est derrière les rédactions pour leur dire n'oubliez pas, le 25 décembre, certes c'est Noël, mais envoyez quand même 3-4 push, parce qu'il y a quand même des choses à pousser, et les gens consulteront, et ce sera bon pour l'audience. Et vous voyez là une journée typique, donc ça c'est copie d'écran de l'outil Analytics du 6 juin 2017, c'est la journée où Theresa May a perdu les élections nationales au Royaume-Uni, et où la France avait perdu contre la Suède, suite à la boulette de Lloris, qui fait, petite anecdote, c'est qu'à cause de cette boulette, les Pays-Bas ont été éliminés, la Suède a été éliminée, l'Allemagne a été éliminée. Et si Lloris n'avait pas fait sa boulette, les 3 équipes ne seraient pas éliminées. Et vous voyez l'impact sur une courbe minute à minute. C'est une journée type. Les rédactions l'Express ont des consignes, entre guillemets, de bien rythmer la journée, de ne pas en envoyer pendant le même laps de temps, c'est-à-dire d'avoir au moins une demi-heure entre chaque push notif, et d'en envoyer 8 par jour. Nous, les règles à l'Express, c'est d'en envoyer 8 par jour dans une journée normale, que ce soit le lundi ou le week-end. Breaking news, événements gravissimes, type attaque terroriste, politique, on peut monter à 15, on peut monter à 20, on a des records à 24. Mais on sait que sur le long terme, un bon rythme autour de 8, ça permet d'éviter les gens qui passent en opt-out et d'éviter les désinstalls. Au-delà de ces règles sur la quantité, il y a des règles sur la qualité. Le marché de l'information est un marché ultra concurrentiel. Si je prends un événement, annonce d'élection, de résultats d'élections législatives, France Info d'ailleurs, pour France Télévisions, LCI, l'Express, vous voyez, on a exactement la même info au même moment avec des wordings qui diffèrent plus ou moins. Donc on a, au fur et à mesure de l'expérience et de test and learn, développé au sein de l'Express, on va dire 2 axes de différenciation. Le premier, c'est d'émerger dans les notification centers et dans les écrans de verrouillage avec systématisation du crochet, de la majuscule. Et là, vous voyez que c'est un terme assez neutre, législatif, mais il y a aussi, j'aurais pu prendre d'autres copies d'écran pour voir que dans le crochet, on a un ton, les rédactions de l'Express ont trouvé un ton éditorial, des fois un peu humoristique, pour se différencier dans un flot de push notification. Ça peut se faire, la différenciation peut se faire sur le wording, et la différenciation peut se faire aussi sur le contenu lui-même. Vous voyez, là on est très dans le résultat, hein, législatif, suivez le premier tour en direct, la participation, analyse côté France Info, et au même moment, l'Express a fait vidéo du matin, je suis zinzin, les législatives vues par Louis de Funès, donc un format éditorial vidéo, une espèce de mash-up entre l'actualité et des images d'archives tirées des films de Louis de Funès. Ça marchait super, on a fait des mix entre des citations abracadabrantesques de Jean-Claude Van Damme et des phrases un peu abscondes à un moment donné d'Emmanuel Macron pendant ses discours pendant la campagne, et ça marchait très bien. Donc il faut trouver, si tout le monde envoie la même info au même moment avec le même wording de la dépêche AFP, ça ne va pas le faire. Donc il faut, ça c'est une consigne qu'on passe à toutes les rédactions de Altis France, c'est de trouver son ton dans l'envoi des push notifs. Ça tourne ou pas? Ah, je n'ai pas appuyé sur le truc. Ensuite, troisième sujet qui va intéresser certains d'entre vous sur la partie SDK, c'est que tout ça se fait dans un univers ultra complexe. Complexe parce que iOS évolue, parce que Android évolue, et parce que tous les SDK embarqués dans les applications évoluent aussi. Donc ça, vous voyez le nombre de SDK embarqués dans l'application de l'Express, il y en a 30. Donc, je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont plutôt dans la catégorie qu'on appelle fournisseur / prestataire.
dans la peau d'un éditeur, la vie du lab, c'est 30 SDK. Il y en a 15 pour la technique. Ça, c'est les développeurs eux-mêmes qui ont choisi des librairies sur le marché pour leur code. Ensuite, sur la partie analytics, on a 4, marketing 2, advertising 8, et on a même un SDK de testing, mais ça, je crois que c'est l'équipe technique et l'équipe produit qui l'a mis en place. Donc, on a 30 SDK. Donc, je vous laisse imaginer le combinatoire. 30 SDK, iOS, Android, des releases, 11.1, 11.2, si je prends iOS, 11.2.1, 11.2.2, les SDK, ils doivent suivre. Donc, on a 2 roadmaps iOS, Android à suivre, 30 SDK avec des releases tous les jours, donc ce qui fait qu'aujourd'hui à l'Express, on a développé un bot sur Slack qui toutes les nuits va scanner les 30 SDK, va dire le SDK, je vais citer personne, le SDK Toto, le SDK Toto vient de mettre à jour sa version, on est sur la version 3.8. Le bot dit, dans l'application, on a la version 3.1, et ensuite l'équipe produit, l'équipe technique, se dit, oula, l'écart commence à être trop important entre la version implémentée dans l'appli et la version disponible par le fournisseur. Donc il serait peut-être temps de reprioriser la mise à jour du SDK pour ne pas perdre le fil. Donc ça, on a processisé l'approche pour regarder les écarts en permanence, entre le SDK, sa version et ce qu'il y a dans l'application. Et donc ça, évidemment, c'est à surveiller comme le lait sur le feu, comme disaient les grands-parents. Au quotidien. Au quotidien. Pourquoi tout ça c'est à surveiller? Parce que les applications, ça crache tout le temps. Personne n'est parfait. Ce qu'il faut surveiller, c'est la quantité de crash et le nombre d'utilisateurs qui n'éprouvent pas les crashs. Parce que sinon, vous avez les commentaires dans les stores, l'appli ne marche pas, c'est une catastrophe, que font les développeurs. Donc en 2016, on est parti du constat qu'on avait près de 5000 crashs jour, avec un gros volume de crash liés au SDK, iOS ici près de 1000, 2500 sur Android, et des crashs qui étaient liés à notre propre développement technique, à notre propre code logiciel, iOS et un peu Android. Donc on a mis en place, je ne rentre pas dans le détail, process, outils, organisation, en se donnant un objectif, atteindre 99,8% de crash-free user dans les applications. Et ça, on le monitore tous les jours. Moi, je le monitore tous les jours, et j'ai même une appli mobile, donc ça, c'est Fabric, l'outil de monitoring de crash, qui fournit une application, et moi, je vais voir tous les matins où est-ce qu'on en est. On reçoit des alertings, attention, on était à 99,8, on est passé à 95%, ça est en train de chuter, il faut faire quelque chose. Résultat, en un an, on a réussi à diminuer de 92% le nombre de crash, on en a encore, et ça, c'est bon signe, on doit faire passer sur tout le marché, pas pour avoir des applications parfaites, mais les utilisateurs, ils sont ultra exigeants. Ils sont ultra exigeants sur l'expérience, ils sont ultra exigeants en fonction de leur device. Entre les gens qui ont les derniers Galaxy S, je ne sais plus combien, et ceux qui sont toujours sur des Galaxy d'il y a 3 ans, vous allez avoir un niveau de processeur, de rendu, de qualité graphique, de rapidité du device. Est-ce que la mémoire elle est complètement saturée? Est-ce qu'il y a encore de la place mémoire sur le téléphone? Il faut absolument prendre en compte ça, et donc les éditeurs d'applications doivent faire le boulot avec leur écosystème de partenaires technologiques pour diminuer le nombre de crash. Et puis, 4e sujet, expérience publicitaire. Nous, on est pour une expérience publicitaire raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... moi, je vois encore des applications sur le marché qui ont des bannières, c'est pas possible. En 2018, ça rapporte rien. Nous, on a travaillé sur 2 axes. Le premier axe, on va appeler ça Native Ad, ça peut s'appeler lien sponsor caméléon. C'est des textes plus images parfaitement intégrés. Vous voyez ce qu'on a fait en intégration 2015-2017. Vous avez la même taille d'image, la même police, la mention pub, petite étoile, le nom de l'annonceur. Ça, c'était dans l'ancienne version de l'application. Dans la nouvelle version de l'application disponible depuis avril, vous voyez qu'on a des intégrations. On a un peu rechangé la police, on a toujours le nom de l'annonceur, la même taille d'image, publicité avec une couleur un tout petit peu différente et toujours la petite étoile. Ça, c'est une expérience
Vous le voyez dans Facebook, vous le voyez dans plein d'applications. Vous pouvez même regarder, télécharger l'application de la FIFA. Vous allez avoir une intégration native parfaite. Ils arrivent à placer leurs sponsors dans les listes de contenu. Donc ça, on a travaillé à plusieurs sociétés. Voilà le type d'intégration. Ça peut sembler bête, mais le simple fait de ne pas mettre des aplats de couleurs, je vois encore sur certains confrères mettre des grosses banderoles pour bien dire ah, c'est de la publicité, surtout cliquez pas. Si vous retirez l'aplat de couleurs, vous gagnez en performance, vous gagnez en taux de clic et vous gagnez en argent. Et puis à droite, on a travaillé avec Teads pour faire de l'intégration in-read des formats outstream de Teads. C'est la petite vidéo qui fonctionne. Sur ces deux types de formats, celui Teads, donc outstream vidéo dans les articles, et sur celui de gauche, native ad, on n'a jamais eu personne qui s'est plaint depuis 3 ans dans les stores. Personne. Par contre, c'est une slide d'après, les interstitiels, c'est la plaie. Mais, nous-mêmes, n'avons pas eu de reproche sur les interstitiels. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours eu l'expérience utilisateur côté Express en tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première chose que voit un utilisateur quand il installe l'appli, si c'est un interstitiel de pub, ça ne va pas le faire non plus pour l'utilisateur. Donc nous, on a mis en place une règle qui est paramétrage du nombre de sessions, donc paramètre à distance. Pendant les X premières sessions post-install, on n'envoie pas l'interstitiel. Découverte de l'application, est-ce que la personne est satisfaite au bout d'un certain temps? On considère qu'elle s'est suffisamment engagée avec la marque et les contenus. Quand elle s'est suffisamment engagée, là on peut déclencher les interstitiels. Deuxième règle, ça peut sembler basique, mais quand la bande passante est limitée, Edge, 3G en mauvaise réception, c'est pas la peine de faire un call à l'ad serveur avec une CRA qui pèse 800 kilo. Donc ça, on a mis en place aussi un test de bande passante pour éviter d'avoir des interstitiels où on attend des plombs pendant que la créa arrive. Et puis, troisième point à avoir en tête, alors, sur les marques d'info, c'est le cas. Sur les marques type People, c'est des machines à générer du clic. Quand un utilisateur ouvre l'application plus de 2 fois, si lourd, pendant une fenêtre de temps, disons, j'ouvre l'appli, je regarde les news, je referme, je rouvre dans les 5 minutes, on sait bien que le capping avec les ad serveurs, tout ça, ça fonctionne. Des fois, plus ou moins bien. Donc, des fois, vous ouvrez 2 fois l'application, vous prenez 2 fois la même créa. Donc nous, on a mis en place une règle où, quand on définit une période de temps, ou pendant cette période de temps assez courte, de quelques minutes, si la personne ouvre l'appli 2 fois, et la deuxième fois, on ne fera pas l'appel à l'interstitiel. Donc le volume pour le volume, c'est contre-productif. Parce que si vous augmentez la pression, les gens, ils désinstallent, et donc finalement, vous avez fait du court terme au détriment du long terme. Donc ça, c'est toutes ces règles qu'on a mis en place. C'est non exhaustif, on ne va pas tout révéler. Et deuxième propos de la présentation, c'est bon, ok, tout ça c'est bien, mais c'est quoi le résultat? Donc le résultat, je vais vous montrer, c'est les courbes de rétention. Donc on a augmenté l'engagement, on a essayé de lutter contre les crashs, on a pris en compte l'expérience utilisateur dans l'expérience publicitaire, on a drivé de l'acquisition organique et un peu d'acquisition payante, mais c'est pas de propos. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant 3 ans, on n'a pas changé l'application. On a gardé la même coque, on a fait évidemment des optimisations et des ajouts, mais on n'a pas fait la grande refonte, le grand relooking, on a resté sur le même produit. Donc la mise en place de toutes les règles que j'ai indiquées, quel est l'impact sur la rétention? Donc là, c'est une courbe où vous allez voir pourcentage d'utilisateurs post-installation qui utilisent encore l'application, et en abscisse, vous avez le nombre de mois post-installation. Première courbe, c'est regardons tous les downloads générés au premier semestre 2015. Donc, janvier Charlie jusqu'à juin 2015. Quelle est la tête de la courbe de rétention? Ça, c'est les courbes traditionnelles que vous voyez partout dans la littérature professionnelle sur les courbes de rétention. Premier mois, 100% des gens ouvrent l'appli, par définition, c'est logique. Deuxième mois, on en a plus que 50%, et ensuite, ça décline. Au bout du 12e mois, on a 20% des gens qui utilisent encore l'application. Et après, vous voyez, ça commence à stabiliser. Ça, c'est inhérent au marché à cause du comportement des utilisateurs, des changements de téléphone, du taux de remplacement du téléphone.
iOS, Android, je change le téléphone à mon gamin, j'en prends un nouveau, je suis passé du 5 au 8, le 5 est passé à mon fils. Donc ça, c'est une courbe normale. Si on montrait la même courbe sur le web, ce serait beaucoup plus bas en termes de rétention. Les downloads du deuxième semestre 2015, eh bien, c'est exactement pareil. Et en 2016, nos downloads, ils ont généré les mêmes courbes de rétention. Vous voyez, les courbes sont exactement au même endroit. Et les downloads du premier semestre 2017, pendant la présidentielle, ils sont un tout petit peu mieux. On est plutôt au-dessus, mais rien ne change. Moralité, si vous ne changez pas la ligne éditoriale, si vous ne changez pas l'interface, si vous ne changez pas la proposition de valeur globale, donc le mix produit éditorial, puisqu'on est une marque de news, marque d'info, et expérience utilisateur au global, nouveau format, on va le voir plus tard, on propose des nouveaux formats depuis cette année, on ne change pas la rétention. Donc ça, c'est un grand enseignement à avoir en tête. Ensuite, tout ce que j'ai raconté sur les push notifs, l'expérience, est-ce que tout ça a été bon pour l'engagement? Alors la réponse est oui, parce que là, on a réussi à augmenter le nombre cumulé de visites par téléchargement de 45%. Donc c'est exactement les mêmes courbes. Le nombre cumulé de visites et le nombre de mois post-installation est toujours les 5 cohortes, premier semestre 2015, deuxième semestre, etc. Là, vous allez voir qu'au premier semestre 2015, nos downloads conquis entre janvier et juin, si je tire le trait, 30 mois après, si je fais le cumul des visites, on arrive à avoir 90. Deuxième semestre, on est au-dessus, 2015. Les downloads de 2016, ça s'améliore. Et les downloads de 2017, la courbe rouge, ça s'améliore aussi. Résultat, si je fais un focus sur qu'est-ce qui se passe dans la zone 8, 9, 10 mois après l'installation, on est à 45% d'augmentation, ce qui veut dire que si je prolonge la courbe rouge, les téléchargements de 2017, au bout de 30 mois, je vais être plutôt à 130 visites par téléchargement. Ça prouve que les règles qu'on a mis en place ont payé leurs fruits sur le long terme. Sur la monétisation, je ne rentre pas dans le détail, mais on a réussi avec, d'un côté, l'InRead, TIDS dans les articles, les native ads dans les vues listes, plus sous les articles de la recommandation de contenu avec notre partenaire Taboola, on a réussi à quasiment multiplier par 1,6 la capacité de monétisation par visite. On génère 1,6 fois plus d'argent par visite qu'il y a 3 ans. Ce qui fait qu'au total, si vous prenez une augmentation de 60% de la monétisation unitaire des sessions, plus une augmentation des visites de 45%, à la fin, la lifetime value, la combinatoire du nombre de visites fois la monétisation, on a augmenté la lifetime value de 130% en 3 ans. On pourrait dire, super, applaudissements. Mais, ce que je dis pas, ah oui, c'est le slide que j'ai fait sauter. La lifetime value, elle est inférieure à 5 €. À la fin, si on fait tout ça, on ne fait pas plus de 5 € au global cumulé sur 30 mois par téléchargement. On connaît les niveaux en acquisition payante, par exemple, d'achat de download. Si on fait les calculs économiques, ok, ils sont 5 € de lifetime value, un download ça me coûte X euros, X inférieur à 5. Est-ce que la marge, elle est suffisante pour payer équipe produit, équipe technique, la quote-part de la production éditoriale? La réponse économique est c'est compliqué. Donc ce qu'on a décidé, c'est de constater que, ok, sur une copie donnée, une interface donnée, un positionnement mix produit éditorial expérience utilisateur, on était au bout du système. Donc, pour rajouter de la lifetime value, en plus de la lifetime value publicitaire, on va rajouter de la lifetime value abonnement. Et donc on bascule sur un modèle abonnement depuis le mois de mai, en changeant là tout. On change tout, l'interface, l'éditorial et les formats. Donc ça c'est la nouvelle application Express avec un rendez-vous du soir, donc une édition, donc un gros volume de contenu qui est mis en ligne à partir de 17-18 heures
Et l'idée, c'est de capter de l'audience plutôt sur le soir, parce qu'on sait qu'au fur et à mesure de la journée, l'audience des applications ne fait que monter. Nouveau format éditorial pour le traitement de l'actualité chaude en format conversationnel. Donc en mode question-réponse. Donc là, c'est visite de Xi Jinping à Paris. Donc un journaliste pose une question, que va-t-il se passer? Un autre journaliste répond sans surprise, Xi Jinping, le président, sera conforté pour 5 ans, blablabla. Ah non, ça c'est sur son élection, donc vrai. Donc on essaie de traiter l'information dans un nouveau format qu'on a appelé On en parle, format conversationnel. Ce n'est pas des utilisateurs qui posent des questions, c'est du décryptage et de la mise en scène en mode question-réponse et en interface conversationnelle. Troisième phase de changement, une application plus visuelle avec de la vidéo au centre, et donc on a un nouveau format qui s'appelle les figures de l'Express avec des grands témoins qui sont interrogés pendant 3-4 minutes. En prod qui n'est absolument pas honteuse vis-à-vis de ce qui se passe en télé, donc c'est plutôt de la prod télé en termes de qualité de rendu, donc ça s'appelle les figures de l'Express. Et puis, dernière innovation, et ça on est les seuls à le faire sur le marché français, la capacité de noter chaque article. Donc à la fin de chaque article aujourd'hui, nos lecteurs, que ce soit sur le web ou dans l'application, ils peuvent dire j'aime, j'aime pas, et quand ils disent j'aime pas, on leur dit ok, pourquoi? Et donc ils ont un certain nombre de choix. Donc, on leur explique pourquoi votre avis compte, on leur explique. Et donc là on a Guillaume Dubois, le président de l'Express, qui a fait un article pour expliquer toute la démarche, pourquoi l'avis comptait, qu'est-ce qu'on ferait des avis. Et donc on a maintenant une notation de tous les articles qui sont produits par les équipes éditoriales et les journalistes de l'Express. Donc là on a tout changé, ça c'est sur la partie interface et mix produit, et on change le modèle d'affaires pour make LTV great again, donc pour augmenter la LTV, donc rajouter de la lifetime value, abonnement, contenu payant à la lifetime value publicitaire. On a un nouveau modèle qui est découverte de l'application gratuite, 100% des contenus sont ouverts à la lecture pendant 30 jours. Donc là, l'utilisateur a 30 jours pour se faire son opinion. On sait que de toute façon, même dans le modèle gratuit, il va se faire son opinion super rapidement, puisque on connaît la courbe de rétention. Au bout de 30 jours, il a deux choix. Soit il paye 9,99 en abonnement mensuel, soit il a droit à 2 articles par jour gratuits. Donc les articles sont limités, sont bridés à 2 par jour. Le chat info, donc le module On en parle avec le format conversationnel, lui, il est toujours gratuit puisque c'est du traitement de l'actu chaude. Et les articles de fond, d'analyse, de décryptage et tout le contenu exclusif qu'on peut mettre en ligne et publier, lui, est dans le volume d'articles limité. Donc, tout ça, évidemment, c'est un projet qui n'est pas qu'un projet mobile, ça s'inscrit dans on va dire le changement complet de modèle de la marque L'Express, puisqu'on a fusionné les équipes éditoriales et les rédactions entre le digital et le print. Maintenant, on a une seule rédaction unifiée, donc les journalistes print écrivent pour le digital, que ce soit le web et l'appli. Ce modèle-là n'est pas qu'un modèle pour le web, pour l'appli. Sur le web, on a une autre limitation, on n'est pas à 2 articles par jour, on est à 4 articles par mois. On a la même démarche qui est découverte de contenu. Au bout d'un certain temps, il faut payer. Et l'idée, c'est de combiner le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir toujours des volumes d'audience suffisants et des zones de gratuité suffisamment attractives pour avoir de la lifetime value publicitaire et de rajouter de la lifetime value payante, abonnement. Nous, on a pris que le modèle abonnement, on n'a pas de vente à l'acte des articles pour augmenter la lifetime value. À la fin du fin, c'est ça l'objectif. Et j'en ai terminé. Merci. Merci.